Alors, sur cette question de migration légale et de migration illégale, effectivement, il y a un flou autour de cette question, puisque la nature même de l'immigration illégale, c'est qu'on ne connaît pas exactement, effectivement, ces chiffres. Et que donc, il y a un flou qui est inévitable, puisqu'on connaît le nombre d'entrées légales sur le territoire, on ne connaît pas, par contre, le nombre d'entrées illégales. Si on prend le nombre d'entrées légales sur le territoire, on a à peu près 250 000 entrées légales par an, y compris des Européens. On a à peu près 200 000 permis de séjour qui sont délivrés chaque année. On ne connaît pas, bien sûr, le nombre d'entrées illégales de personnes en séjour irrégulier sur le territoire. Par contre, on sait évidemment comment il est possible de se trouver en situation illégale. Il y a essentiellement 3 moyens de devenir illégal. On peut devenir un immigré illégal simplement en franchissant de façon illégale une frontière. C'est autour de cette question que se focalise toute l'attention politique aujourd'hui, sur la fermeture des frontières, sur l'importance du contrôle et de la surveillance des frontières. C'est une infime minorité des migrants illégaux aujourd'hui qui franchissent illégalement une frontière. Parce que c'est très dangereux et qu'il y a bien d'autres moyens au moyen desquels on peut devenir un migrant illégal. L'autre moyen de devenir un migrant illégal, c'était un des aspects autour desquels le précédent ministre Éric Besson avait focalisé une grande partie de sa politique, c'était les mariages frauduleux. Que le mariage soit blanc ou que le mariage soit gris. Un mariage blanc est donc un mariage où les deux partenaires savent tous les deux qu'ils se marient uniquement pour permettre à l'un des deux de venir en France. Un mariage gris est un mariage où un des deux partenaires est amoureux de l'autre, mais l'autre pas. Alors, généralement, c'est une très jeune et jolie jeune fille et un vieux monsieur assez riche. Devinez qui est vraiment amoureux de l'autre. Et puis, il y a le troisième moyen, qui est de très loin le principal moyen au travers duquel se forme l'immigration illégale. Ce sont des gens qui ne retournent pas dans leur pays à l'expiration de leur visa ou de leur titre de séjour. C'est-à-dire, ce sont des gens qui entrent en France parfaitement légalement, avec un visa d'étudiant, un visa touriste, un visa de travailleur temporaire, mais qui, une fois leur visa expiré, ne retournent pas dans leur pays. Ou alors ce sont des demandeurs d'asile dont la demande a été refusée, mais qui ne retournent pas dans leur pays, qui sont donc, ces illégaux sont donc dans des situations de précarité, puisqu'ils sont sans cesse sous la menace d'un ordre de quitter le territoire, voire même d'une déportation française. La question, je pense qu'il est important de poser, c'est est-ce que c'est vraiment un problème? La plupart de ces gens travaillent, cotisent, paient des impôts, et même s'ils n'ont pas de papier en règle, est-ce que vraiment ils menacent l'ordre social? Est-ce que vraiment ils menacent la cohésion du pays? Est-ce qu'ils menacent l'économie du pays? Il ne me semble pas. Et donc je m'étonne, effectivement, que l'on fasse tant de cas de l'immigration illégale. Un pays comme la Nouvelle-Zélande, par exemple, ne se tracasse pas trop de la situation régulière ou pas régulière de personnes sur son territoire. Et donc l'idée même d'immigration illégale suppose qu'il y ait par nature une migration qui puisse être légale et une migration qui puisse être illégale, alors qu'en réalité c'est souvent nos propres politiques migratoires qui créent cette illégalité. Il est sûr que plus on va fermer les frontières et plus on va rendre difficile l'immigration légale, plus l'immigration illégale va se développer. Et il y a encore un gros fantasme qui règne en maître parmi les politiques, c'est l'idée qu'ils peuvent contrôler, juguler et maîtriser les flux migratoires. Or, les politiques migratoires, notamment le niveau d'aide sociale, n'est pas un déterminant des flux migratoires. Et c'est-à-dire que vous avez beau fermer les frontières autant que vous voulez, réduire les aides sociales autant que vous voulez, ça ne réduira pas le nombre d'entrées en France. Simplement, vous aurez davantage de personnes en situation illégale et moins de personnes en situation légale. Et je pense qu'il faut absolument sortir
de ce fantasme, de cette chimère que poursuivent le politique, l'idée qu'il puisse, par une politique migratoire, contrôler les flux migratoires. La seule chose qu'il puisse faire, c'est modifier l'équilibre entre l'immigration légale et l'immigration illégale. Plus ils fermeront les portes, plus ils créeront de l'immigration illégale. C'est comme, il y a aussi, et c'est une vieille antienne du Front National, c'est l'idée de dire les aides sociales aux immigrants sont trop importantes en France, et donc ça agit comme un aimant, ça attire les immigrants qui viennent profiter des aides sociales. Rien n'est plus faux. Si on prend, par exemple, le pays en Europe qui accorde le moins d'aides sociales aux immigrés, c'est l'Angleterre. L'Angleterre, l'an dernier, a accueilli 566 000 immigrés, la France, à peu près 250 000. Donc l'Angleterre accueille plus de 2 fois plus d'immigrés que la France, avec un niveau d'aide sociale bien moins important. Il suffit d'aller voir les immigrés qui campent autour de Sangatte et de Calais. Ce sont des immigrés qui essayent de passer en Angleterre et qui vont donc quitter un système d'aide sociale extrêmement généreux pour aller vers un système où les aides sociales sont quasiment inexistantes. Ça ne joue pas du tout sur l'ampleur numérique des flux migratoires. Ça joue par contre sur la nature de ces flux. Sont-ils légaux ou illégaux? Bonsoir. Bonsoir. Vous avez abordé un point intéressant aussi qui était celui des flux dans la migration en France. Et je voudrais savoir quels sont les effets de la crise justement sur la réalité de ces flux, sur la révolution notamment. Les effets des révolutions arabes, vous voulez dire? Non, le fait qu'il y a beaucoup de Français maintenant qui émigrent aussi. Oui, mais quand vous parlez de révolution... Non, l'évolution. Ah, l'évolution, pardon. Alors, quels sont les effets de la crise sur l'immigration? Il y a effectivement de plus en plus de Français qui émigrent à l'étranger. Alors ça, c'est une tendance qu'on observe depuis plusieurs années. L'an dernier, par exemple, il y a eu à peu près 215 000 Français qui ont quitté la France pour l'étranger. Et donc, on a un développement important des migrations qu'on appelle des migrations nord-nord. On a aussi, et c'est sans doute encore plus intéressant, un développement des migrations nord-sud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute une série de pays du Sud, sous l'effet de la crise, deviennent des pays d'attraction pour les migrants. On observe par exemple des flux migratoires auxquels on ne s'était pas du tout préparé, notamment des Portugais qui migrent en Angola. On a aujourd'hui un phénomène assez important d'Espagnols qui migrent en Amérique latine, notamment dans des pays pauvres comme l'Équateur. Le Mexique, qui traditionnellement était un pôle d'émigration, le Mexique est un peu des pays qui exportaient le plus de migrants. Le Mexique devient aujourd'hui un pôle d'attractivité des migrants, y compris de migrants européens. Et donc ce qu'on constate d'une part, c'est que de plus en plus d'Européens vont s'émigrer à la fois dans d'autres pays industrialisés, mais aussi dans des pays du Sud, qui deviennent des pays attractifs pour l'immigration, et que d'autre part, une bonne partie des immigrés vont retourner dans leur pays d'origine, simplement parce que les opportunités économiques dans les pays européens, notamment, ne sont plus suffisamment intéressantes. On voit ça par exemple entre le Maroc et l'Espagne. Il y avait traditionnellement beaucoup d'ouvriers marocains qui venaient travailler dans les secteurs de l'agriculture ou de l'horticulture espagnole. On voit aujourd'hui qu'une partie sont en train de rentrer chez eux. On observe le même phénomène entre le Mexique et les États-Unis. Donc on a de plus en plus de flux migratoires du nord vers le sud, mais on n'a pas moins de flux migratoires du sud vers le nord. Donc c'est l'apparition de flux migratoires nouveaux, et dans une certaine mesure inattendue, mais pas du tout un tarissement des flux migratoires qui existaient avant la crise. Bonsoir. D'abord, je voulais vous répondre juste avant de poser ma question. La gauche en France, elle se résume pas au Parti Socialiste, et heureusement pour nous d'ailleurs. Et par exemple, le Parti communiste a des propositions concrètes par rapport à l'immigration. Donc ça peut être par exemple la régularisation de tous les travailleurs sans papier, ou la création de villages d'insertion pour les Roms. Et donc c'est des propositions qui sont réalisables et qui apportent vraiment une alternative à gauche. Et donc je voulais juste dire que l'immigration, c'est pas le monopole de la droite. Et heureusement. Et maintenant, ma question, c'est sur les révolutions qu'il y a eu dans le monde arabe. D'accord. Je voulais savoir,
où est-ce qu'ont migré les Tunisiens, les Libyens, les Syriens qui ont fui la guerre? Est-ce qu'ils sont vraiment allés en Europe, en Italie, comme on a pu le voir aux infos, ou est-ce qu'ils ont migré entre eux dans les pays du Maghreb et en Afrique? Alors d'abord, sur votre réponse sur la gauche, vous avez dit quelque chose de très important. Je pense qu'effectivement, c'est très important que la gauche développe des propositions sur l'immigration et ne laisse pas ce terrain à l'extrême droite ou à la droite qui a souvent tendance à courir après l'extrême droite sur ces questions. Et donc c'est très important, à mon sens, que les partis républicains, tant de gauche que de droite, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis allé à l'UMP jeudi dernier, se réemparent de ces questions et rationalisent et désidéologisent le débat, notamment parce qu'il me semble que ce sont des questions sur lesquelles il peut y avoir un consensus républicain, parce qu'elles touchent à la fois à des questions de liberté de circulation, de liberté d'établissement, qui est une des valeurs clés de la droite, qu'elles touchent aussi à des questions clés d'égalité, à des valeurs d'égalité, qui est une des valeurs clés pour la gauche, et donc il me semble qu'il peut y avoir aussi sur ces questions un consensus entre les partis de gauche et les partis de droite républicains sur ces questions. Et donc c'est très important que l'UMP, le PS, mais aussi le Parti communiste, le Front de gauche, les écologistes, reprennent la main sur ces questions et arrêtent de se faire dicter leur agenda par le Front National. Ça, c'est un point qui est à mon avis très important. Sur la question factuelle, où sont allés les réfugiés des révolutions? Une infime partie est allée en Europe et ils sont tous allés en Turquie et au Liban. C'est aujourd'hui la Turquie qui a accueilli la majorité des réfugiés des révolutions arabes et de la crise syrienne actuelle. Ils sont, je pense que je ne vais pas dire un chiffre de mémoire parce que je risquerais de me tromper sur le chiffre, mais l'énorme majorité sont allés au Liban et surtout en Turquie, à peine quelques milliers en Europe. Bonjour, donc moi c'est juste une petite précision. Vous avez dit qu'il y avait 250 000 entrées par an en France. Oui. Et est-ce qu'on a l'idée du solde à peu près? Donc, oui, tout à fait. Le solde est absolument stable depuis 2008 et s'établit en 2012 à 54 000 positifs. Donc il faut bien comprendre ce que c'est le solde migratoire. Le solde migratoire, c'est la différence entre les entrées et les sorties. Et c'est une notion qui est souvent assez mal comprise parce que parfois le solde migratoire peut masquer des réalités très différentes. Vous pouvez avoir un solde migratoire nul si tout le monde reste chez soi. Vous pouvez avoir un solde migratoire nul également s'il y a plein de gens qui arrivent, mais aussi plein de gens qui partent. Et donc, le solde migratoire en France reste à peu près stable, donc, comme je disais depuis 2 minutes, autour de plus ou moins plus 50 000 personnes chaque année, 54 000 en 2012, notamment parce qu'en France, les entrées et les sorties restent à peu près stables depuis plusieurs années, mais d'autres pays ont une certaine stabilité de leur solde migratoire, alors qu'il y a de très grosses variations entre les flux d'immigration et les flux d'émigration. À titre de comparaison avec nos voisins européens, on est en position comment? Je vais vous les calculer en 2 secondes. Je vous donne les soldes migratoires pour 2011. Donc en France, en 2011, on était sur 56 000. En Allemagne, on est sur 245 000 en 2011. En Italie, on est sur 300 000 en 2011. Au Royaume-Uni, on est sur 210 000 en 2011. Donc c'est clairement la France qui a le plus faible solde migratoire parmi les pays européens de taille comparable. Une question sur l'immigration aux États-Unis, qui risque peut-être d'être un peu hors sujet, mais donc il y a une estimation qui prévoit que l'espagnol deviendra la première langue des États-Unis d'ici 2050. Oui. Qu'il y a un problème d'intégration de la population hispanique sur le sol américain. Déjà, que penser de cette estimation? Et ensuite, quelles seraient les conséquences envisageables pour les États-Unis qui verraient de fait sa population dominante changer? Je pense que ça favoriserait considérablement les échanges avec l'Amérique latine. Je pense que ça favoriserait l'intégration économique du continent américain. Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'études qui disent que l'espagnol va devenir d'ici, je sais pas, 20 ou 30 ans, langue majoritaire aux États-Unis. Elle est déjà majoritaire dans plusieurs États, dans plusieurs villes, au Nouveau-Mexique, dans la Californie du Sud. Je n'ai pas l'impression que ça met en cause le modèle américain. Je n'ai pas l'impression
que les Américains qui parlent espagnol soient moins américains que les Américains qui parlent anglais. Simplement, oui, c'est sûr que la langue du pays évolue, et j'ai l'impression que les Américains sont moins crispés par rapport à cette question que les observateurs des États-Unis, qui ont parfois tendance à s'alarmer de l'idée que l'espagnol puisse devenir la langue majoritaire aux États-Unis. D'abord, je ne pense pas que l'anglais va disparaître, et d'autre part, les endroits où aujourd'hui, les villes qui sont bilingues, ou même les régions où l'espagnol est majoritaire, je pense qu'ils ne connaissent pas de problème particulier et ne mettent pas en cause le modèle américain. Quand j'étais étudiant à New York, il y a une bonne dizaine d'années, je travaillais dans une organisation, dans une ONG qui portait assistance lors des opérations électorales aux personnes qui étaient un peu illettrées, qui avaient des difficultés à voter. Et donc c'est comme ça que lors des élections municipales de New York en 2002, je m'étais retrouvé volontaire dans un bureau électoral de Chinatown. Bon, c'est le hasard qui a fait que je l'ai fait trouver à Chinatown. J'avais été très surpris de voir que les bulletins de vote étaient rédigés en chinois. Et ça ne posait de problème à personne. L'idée que des bulletins de vote officiels pour les élections municipales de New York soient rédigés en chinois plutôt qu'en anglais ne posait de problème à personne. Et clairement, ceux qui votaient en chinois n'étaient pas moins bien intégrés dans le modèle américain que ceux qui votaient en anglais ou en espagnol ou en swahili. Imaginez en France ce qui se passerait si dans certaines banlieues de Paris ou de Toulouse, lors des élections municipales, vous aviez le choix entre des bulletins de vote rédigés en français ou en arabe. Imaginez le tollé que ça serait. Imaginez donc la différence qui existe entre le modèle américain et le modèle français. Je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup mieux accepté aux États-Unis, qui ne pose pas de problème spécifique à qui que ce soit, mais qui, pour des observateurs des États-Unis, paraît effectivement extrêmement souffrant. Bonjour, ma question en fait porterait plus sur les demandeurs d'asile. Oui. Je voulais savoir un petit peu quel est l'état justement des demandeurs d'asile en France, notamment au niveau des chiffres, combien il y en a chaque année, et est-ce qu'on va vers un durcissement de plus en plus fort de la demande d'asile en France, qui est quand même finalement aussi une mission de la République. Alors, merci de poser la question parce que c'est une question très très importante et qu'on n'a pas encore évoquée juste ici, c'est la question importante de l'asile. Quel est l'état des demandeurs d'asile en France? Je vous répondrai lamentable. C'est le secteur de la politique migratoire qui est à mon sens le plus sinistré et qui a le plus urgemment besoin d'une réforme. Je veux juste donner quelques chiffres simplement pour qu'on ait une idée de la réalité de ce qu'est l'asile en France. La France est signataire de la Convention de Genève de 1951, qui est considérée comme vraiment une des pierres angulaires du droit international humanitaire et qui établit les conditions de l'asile et qui notamment oblige la France à donner l'asile à toute personne qui est persécutée dans son pays d'origine ou qui craint d'être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un groupe particulier. Donc voilà, cette convention de Genève de 1950 dont la France est signataire et qu'elle a donc l'obligation d'appliquer. Il y a une vingtaine d'années, 90% des demandes d'asile en France étaient acceptées. Et donc on donnait un statut de réfugié à 90% des demandeurs d'asile. Aujourd'hui, en 2012, la France a reçu 61 000 demandes d'asile. 90% d'entre elles ont été rejetées. Ce qui veut dire que sur 20 ans, il y a eu une inversion complète du chiffre. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, la France rejette la majorité des demandes d'asile alors qu'elle les acceptait il y a à peine 20 ans de suite? Plusieurs raisons. La raison principale, outre un durcissement de la politique d'asile, est qu'il y a eu une inflation considérable des demandes d'asile ces dernières années. Il y a plus 75% de demandes d'asile entre 2007 et 2012. Et donc on est aujourd'hui dans une procédure d'asile qui est complètement engorgée. Pourquoi est-ce qu'elle est engorgée? D'abord parce qu'il y a de plus en plus de crises à l'international, de guerre notamment, et de persécution, mais surtout parce que comme on a fermé de plus en plus les portes de l'immigration, comme il est maintenant, comme je le disais, quasiment impossible d'immigrer en France de façon légale,
de plus en plus de candidats à l'immigration utilisent la voie de la procédure d'asile pour espérer pouvoir obtenir un titre de séjour en France. Un cas très médiatisé ces derniers temps, c'était le cas de la famille de Leonarda Di Brani, qui est effectivement une famille qui souhaitait pouvoir émigrer légalement en France et qui a essayé d'obtenir un titre de séjour au moyen de la procédure d'asile. Et donc on a, parmi les demandeurs d'asile aujourd'hui, on a à la fois des personnes qui sont persécutées ou qui craignent d'être persécutées et qui devraient pouvoir recevoir l'asile. On a aussi des candidats à l'immigration qui n'ont trouvé que ce moyen, alors qu'ils ne sont pas persécutés dans leur pays d'origine, pour pouvoir espérer rentrer en France légalement. Donc on a aujourd'hui un système qui est complètement engorgé, on a l'essentiel des demandes qui sont rejetées, et on a surtout des délais de traitement des dossiers qui deviennent complètement inacceptables. En France, comme je disais, le délai moyen de traitement de dossier, c'est 20 mois. Certains dossiers mettent 4, 5, parfois 10 ans avant d'être traités. Sur cette période, qu'est-ce qui se passe? Les gens créent évidemment des relations sociales. Les gens ont des enfants. Les enfants sont scolarisés. Parfois, les gens travaillent au noir alors que techniquement, ils ne peuvent pas travailler. Ce qui veut dire que lorsque la décision est négative, l'expulsion devient de plus en plus difficile et de plus en plus inhumaine parce que ce sont des gens qui, sur les années où ils ont résidé en France, dans la précarité et dans l'incertitude de la décision, ont tissé tout un tissu social. Ça coûte évidemment très très cher. On estime que si l'on réduisait d'un mois le délai moyen de traitement, on économiserait 15 millions d'euros. Et donc pour chaque fois qu'on gagne, les finances publiques gagnent 15 millions d'euros chaque année. Si on avait une décision qui pouvait être prise en l'espace de quelques mois, tout en garantissant le respect de la procédure, et c'est très important, et bien évidemment, on aurait un système où tout le monde serait gagnant, où le demandeur d'asile aurait une réponse claire par rapport à sa demande, de savoir s'il peut ou s'il ne peut pas rester. Ça coûterait évidemment beaucoup moins d'argent à l'État. Les décisions négatives, notamment les décisions d'expulsion, seraient beaucoup plus faciles à prendre. Notamment, j'imagine que le besoin des expulsions forcées et des reconduites à la frontière se ferait beaucoup moins ressentir, puisque les gens n'auraient pas eu le temps de développer tout un tissu social et que quand on leur dirait non, ce n'est pas possible, la décision est négative, les gens repartiraient beaucoup plus facilement d'eux-mêmes dans leur pays d'origine. Et donc aujourd'hui, le système d'asile en France est un système qui n'est plus tenable. Et c'est d'ailleurs, il y a eu une unanimité de tous les partis politiques pour considérer qu'une des priorités absolues, c'est la réduction du délai de traitement des demandes d'asile, mais qui, je le répète, doit être fait dans le respect des procédures et donc en garantissant le traitement individuel de chaque cas, c'est-à-dire en engageant du personnel supplémentaire pour traiter les demandes d'asile. Bonsoir. Moi j'avais une question par rapport à la politique européenne sur l'immigration. Oui. Donc qu'est-ce qu'elle pourrait apporter aux États et aussi si vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui est mis en place à l'heure actuelle au niveau européen. Pensez à l'agence Frontex et aux opérations qui sont menées en mer Égée ou autour des îles Canaries. Alors, il faut distinguer d'abord la politique européenne d'immigration et la politique européenne d'asile. En matière de politique européenne d'immigration, il n'y a quasiment aucune coordination et aucune harmonisation. Et donc chaque pays reste libre de déterminer sur la base de quels critères il souhaite admettre des immigrés, quel est le niveau des aides sociales qu'il leur apporte, etc. Et donc il n'y a aujourd'hui aucune véritable politique européenne d'immigration. La politique d'asile reste aussi insuffisamment coordonnée et notamment la charge du traitement des demandes d'asile reste aujourd'hui insuffisamment partagée entre pays de l'Union européenne, notamment parce que les pays qui reçoivent le plus de demandes d'asile aujourd'hui sont les pays qui sont situés aux frontières de l'Union européenne, et donc notamment les pays du sud de l'Europe, en particulier Malte, l'Italie, la Grèce, sont les pays qui, par rapport à la taille de leur population, reçoivent aujourd'hui un nombre assez démesuré de demandes d'asile. De surcroît, il y a un règlement européen qui s'appelle le règlement européen de Dublin, qui impose que le demandeur d'asile dépose sa demande d'asile dans le premier pays européen qu'il a traversé. Ce qui veut dire forcément que quand vous venez du sud de l'Europe, le premier pays européen que vous avez traversé, surtout si vous arrivez par la mer, ça va forcément être la Grèce, ça va être Malte, ça va être l'Italie. Ce qui veut dire que
sur ces pays va peser la charge de traitement des demandes d'asile qui souvent est bien supérieure à ce qu'ils peuvent gérer. J'étais à Malte il y a 2 semaines où effectivement les autorités maltaises aujourd'hui sont un peu complètement dépassées par la situation. De surcroît, lorsque la demande est rejetée ou lorsque la personne est déportée, c'est au pays dans lequel la demande d'asile a été faite que revient aussi la charge de l'expulsion. Ce qui veut dire que ça devient très difficile pour des pays comme Malte, ou aussi pour l'Italie ou pour la Grèce, et que donc il y a aujourd'hui une nécessité, à mon avis, de mieux partager entre pays européens la charge du traitement des demandes d'asile et notamment de mieux répartir les demandeurs d'asile dans l'espace européen, puisque une fois que l'asile leur est accordé dans un pays européen, ils peuvent évidemment circuler dans le reste des autres pays, et donc il est anormal que ce soit certains pays qui s'occupent de la traitement des demandes d'asile, tandis que d'autres pays ont très très peu de demandes d'asile à traiter. Alors oui, vous avez aussi une question sur l'agence Frontex. Curieusement, plutôt que d'aller vers une sorte d'harmonisation et d'un meilleur partage plus équitable de la politique d'asile en Europe, on a mis des moyens dans l'agence Frontex, qui est une agence essentiellement qui vise à surveiller les frontières extérieures de l'Union européenne, et en particulier la frontière méditerranéenne. Aujourd'hui, le rôle essentiel de Frontex, c'est un rôle qui est censé être dissuasif. C'est essentiellement, et comme vous leur parlez, c'est essentiellement un rôle de sauvetage en mer. C'est le paradoxe de cela, c'est que de par la fermeture des politiques européennes d'immigration, nous créons aussi ces drames en Méditerranée, puisque plus de 20 000 candidats à l'immigration ont péri noyés dans la Méditerranée depuis le début des années 2000. On entend de temps à autre dans les médias ces drames humanitaires. Ce sont des drames qui sont aussi créés par les politiques européennes de fermeture, et on se retrouve dans une situation tout à fait absurde où l'agence qui est censée surveiller les frontières aujourd'hui demande plus de moyens pour mieux assurer les sauvetages en mer qu'elle doit effectuer quasiment chaque jour sur des embarcations de migrants. Et quand vous discutez aujourd'hui avec les gens de Frontex, ils vous disent que l'essentiel de leur boulot, c'est alerte à Malibu plutôt que la surveillance des frontières. C'est une situation absurde. J'aurais une question sur le Canada. Vous avez dit tout à l'heure que le Canada, la politique migratoire au Canada est une des politiques les plus avancées, mais les Canadiens font vraiment de l'immigration choisie, c'est ceux qui l'ont poussé le plus loin. Donc justement, est-ce qu'on peut vraiment dire que cette politique-là est la politique la plus avancée? Parce que justement, le rôle d'un grand pays, d'un pays riche, c'est aussi d'accueillir les personnes qui vont devoir aller à l'hôpital, vont peut-être coûter plus cher. Alors justement, parce que vous dites, c'est à la fois c'est bien, mais le problème c'est que si on veut accueillir toute la misère du monde, on ne peut pas vraiment l'accueillir en entier dans ce cas-là. Alors il faut préciser que donc, une des particularités du système canadien, qui est aussi le système des Irlandais, c'est d'avoir un système de points. Donc en fonction des demandes de l'économie notamment, vous allez marquer un certain nombre de points, et si vous atteignez un certain nombre de points, eh bien, vous pouvez rentrer légalement dans le pays. Ce système de points, selon moi, a l'avantage de la clarté par rapport aux candidats à l'immigration, où les critères d'admission sont clairs dès le départ. En contrepartie de ce système, il faut aussi réaliser que le Canada est un des pays qui a la politique d'asile la plus généreuse, notamment par rapport à un programme de relocalisation de réfugiés qui sont dans des camps, notamment en Afrique et au Moyen-Orient, depuis plus de 5 ans. Le Canada est un des pays qui accepte qu'un grand nombre de réfugiés soient relocalisés au Canada, et donc il y a aussi cette politique d'asile. Cela étant, je pense que moi je milite pour que les frontières soient ouvertes, et pour que chacun ait le droit d'aller dans le pays où il souhaite vivre. Et je pense que c'est aussi la meilleure façon de lutter contre les inégalités de naissance et de permettre à chacun de vivre dans le pays où il souhaite vivre. Et donc aujourd'hui, aucun pays n'est prêt à cette ouverture des frontières. Il y a quelques rares frontières qui sont ouvertes, notamment entre l'Inde et le Népal, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et bien sûr au sein de l'espace Schengen. Mais globalement, aucun pays n'est prêt à ouvrir ses frontières, et donc il me semble que le Canada et la Nouvelle-Zélande, dans cette contrainte de fermeture des frontières,
sont celles qui parviennent à maintenir des ouvertures économiques. À la fois en termes d'immigration choisie, d'immigration légale, mais aussi en termes de générosité du système d'asile. Mais je ne dirais pas que c'est une politique parfaite, puisque la politique parfaite, c'est celle de l'ouverture. Oui. Bonsoir. Je voulais vous demander quelles peuvent être les actions et les solutions apportées par la communauté internationale pour aider les populations qui fuient les conflits, les aider dans un cadre durable, hors que des réfugiés, des camps de fortune, au milieu du désert, comme on a pu voir en Turquie. Alors, il y a une agence qui est censée faire ça, c'est le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui a été créé en 1951, et dont la mission première est de travailler à l'élaboration de solutions durables pour les réfugiés. Une solution durable, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire trois choses. Soit que la personne qui est réfugiée retourne dans son pays d'origine, une fois la guerre terminée, une fois la menace de persécution terminée. C'est considéré comme la solution généralement la plus souhaitée. La deuxième possibilité, c'est que la personne trouve un statut de réfugié dans son pays d'accueil, qu'elle reste et qu'elle s'établisse par la suite dans son pays d'accueil, et que donc son statut de réfugié soit commué en soit une naturalisation, soit un titre de séjour permanent, et que la personne repasse sa vie dans son pays d'accueil. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un très grand nombre de situations où ni l'un ni l'autre ne sont possibles, et où les gens se retrouvent, comme vous le disiez, dans des camps de réfugiés qui sont censés être de l'hébergement d'accueil temporaire, mais qui de plus en plus souvent devient de l'hébergement permanent. Il y a aujourd'hui plus de 25 camps de réfugiés dans le monde où les gens sont depuis plus de 5 ans. Ce qui veut dire que cet hébergement de fortune devient un habitat permanent. L'exemple le plus extrême étant évidemment les camps de réfugiés palestiniens, où là, les réfugiés palestiniens, ils sont de 40, 50, parfois 60. Pour ces situations de camps prolongés, le HCR a inventé une sorte de troisième solution durable, qui est ce qu'elle appelle la relocalisation, ou resettlement en anglais, qui est donc de proposer à des pays tiers d'accueillir des réfugiés qui sont dans des camps depuis plus de 5 ans, quand ils ne peuvent pas retourner dans le pays d'origine, et quand le pays d'accueil dans lequel ils sont dans le camp ne veut pas les voir sortir du camp. Et donc c'est effectivement aujourd'hui la manière dont les pays industrialisés peuvent aider à travailler à des solutions durables pour ces personnes qui sont coincées dans des camps. Aujourd'hui, il n'y a que quelques pays qui acceptent de faire cela. C'est le Canada, c'est la Nouvelle-Zélande. En Europe, c'est la Suède, c'est l'Allemagne. La France, l'année dernière, a accepté pour la première fois de prendre des réfugiés irakiens qu'elle a choisis sur les volets. Elle a choisi 50 médecins irakiens chrétiens. Il a fallu les choisir dans le camp de réfugiés. Donc voilà, c'est le problème de cette organisation, c'est que souvent les pays disent « je veux bien en prendre, mais vous me laissez les choisir, et je prends des médecins et je prends des chrétiens ». Bonsoir. Quand on parle de migration sud-sud, j'ai l'impression qu'on parle surtout de migration liée au climat et au conflit. Est-ce qu'il y a d'autres types de migration? Je pense notamment aux migrations économiques et surtout aux migrations chinoises. Bien sûr. Voilà. Vous faites bien de le dire. L'essentiel des flux migratoires dans le monde, ce sont des migrations sud-sud. Et qui ne sont pas forcément des migrations liées à des catastrophes naturelles ou à des conflits, qui sont aussi des migrations économiques, des migrations familiales, parfois des migrations sur d'assez faible distance, mais qui se trouvent être des migrations internationales, parce que vous savez qu'on a tracé des frontières au couteau au moment de la décolonisation et que ces frontières, simplement, ne correspondent pas à des réalités économiques, ni à des réalités sociales, ni même parfois à des réalités familiales. Et donc l'essentiel des migrations, ce sont des migrations sud-sud. On estime qu'aujourd'hui, une personne sur 7 dans le monde est un migrant ou une migrante. Qu'on a à peu près 320 millions de migrants internationaux, et qu'on a 2 fois plus, à peu près 700 millions de migrants internes. Donc l'essentiel des gens qui migrent, ce sont des gens qui migrent à l'intérieur de leur pays. Et donc, on voit souvent l'immigration par un prisme déformé où on a l'impression
bonsoir. Bonsoir. On parlait tout à l'heure des États-Unis, particulièrement de la population latine, des Latinos. Bon, il faut savoir aussi que c'est la population qui consomme le plus aujourd'hui aux États-Unis. Je voulais aussi commenter un aspect auquel on pense rarement, c'est le lien entre les aspects de recherche et l'immigration. Par exemple, si on regarde le cas des États-Unis et du Canada, si on prend des sociétés comme Apple, Google, Amazon, par exemple, ce sont les trois ont des liens avec des premières ou des deuxièmes générations d'immigrés. Donc aussi, ils attirent leurs universités en termes de recherche, on attire aussi beaucoup d'immigrés et aussi beaucoup d'enfants d'immigrés qui ont développé aussi des grandes sociétés, des PME. Donc je voulais en arriver là, y a-t-il aussi un aspect de civilisation, c'est-à-dire que les sociétés, les civilisations dominantes attirent plus, et l'enjeu ne serait-il pas aujourd'hui pour un pays comme la France, à savoir comment attirer plus d'immigrés? Moi je pense qu'un enjeu essentiel pour la France, effectivement pour le dynamisme économique de la France et pour sa diversité, c'est aujourd'hui d'attirer davantage d'immigrés. Et je pense que quand on voit les chiffres de l'immigration en France, même par rapport à ses voisins européens, ne parlons même pas des États-Unis, je pense qu'effectivement on voit tout de suite qu'il y a un problème, c'est que la France n'attire pas suffisamment d'immigrés et qu'aujourd'hui, les immigrés savent que leurs chances de réussir en France sont moins grandes que dans d'autres pays européens, y compris même en Italie. Et que si les immigrés se rendent compte que leurs chances économiques de réussite en France sont moins grandes, c'est parce qu'ils savent, d'une part, que la situation économique n'est pas glorieuse en France, et que d'autre part, il y a encore ce poids terrible des discriminations auxquelles ils vont devoir faire face en matière de logement, en matière de travail, en matière d'accès à toute une série de biens et services. Et donc je pense effectivement que la France doit sérieusement s'interroger sur sa capacité à attirer les immigrés qui, comme vous l'avez très justement souligné, ont généralement une capacité d'innovation et d'entrepreneuriat bien supérieure à celle des natifs. Pourquoi? Simplement parce qu'on ne quitte jamais son pays de gaieté de cœur. Et que donc, si on prend à un moment donné la décision de quitter son pays, c'est qu'il y a derrière cela un projet de vie, et notamment un projet économique dans le pays d'accueil, et que donc les immigrés, pour employer une expression un peu coutumière, vont souvent en vouloir davantage que les natifs, parce qu'ils seront motivés par ce projet qui les a poussés à quitter leur pays pour aller tenter leur chance dans un autre pays. Et donc, de façon intéressante, vous avez mentionné les entreprises de la Silicon Valley. Aujourd'hui, ce sont des patrons comme Sergey Brin de Google ou comme Mark Zuckerberg à Facebook qui vont demander au président Obama d'ouvrir davantage les portes de l'immigration parce qu'ils ont besoin de ces ingénieurs et de ces innovateurs dans leurs entreprises pour maintenir le dynamisme de ces entreprises. Et donc aujourd'hui, à mon avis, la solution la plus efficace dans l'immédiat pour relancer la croissance en France, c'est d'ouvrir davantage les portes de l'immigration. Quelqu'un a une dernière question? Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je trouve que ce que vous venez de nous dire, c'est très beau, c'est un peu porteur d'espoir. Donc je suis désolée, je viens d'arriver, donc peut-être que je vais poser une question qui a déjà été posée. Je me semblerait. C'est pour vous demander, est-ce que, on va dire personnellement, vous pensez vraiment qu'une gestion efficiente en termes de crise, qu'elle soit diplomatique, qu'elle soit climatique, soit possible? Quand je dis efficiente, c'est à un niveau humain, humainement acceptable. Je veux dire, de ne pas laisser des gens crever dans la merde, dans des camps. Dès l'instant où vous parlez de crise, c'est que quelque part, il y a une situation qui est inacceptable humainement pour certains. Sinon, il n'y aurait pas de crise. Je pense qu'on peut faire beaucoup pour prévenir et pour anticiper ces crises, notamment en matière climatique. On sait aujourd'hui qu'il y a trop de personnes qui habitent dans des zones à risque, notamment dans des zones qui seront inondées ou qui seront exposées à des catastrophes naturelles dans les prochaines années. Et donc il y a un enjeu de
planification économique aussi pour essayer de donner des incitants à ces personnes pour qu'elles se relocalisent dans d'autres régions moins exposées. Le problème des crises, c'est qu'elles impliquent souvent du déracinement. Et c'est ça qui, humainement, je pense, est très difficile, c'est le déracinement. Et que donc, si on parvient à anticiper ces crises, et notamment à anticiper les mouvements migratoires et à réfléchir sereinement à la distribution mondiale de la population, je pense qu'on peut limiter très fort cet impact du déracinement, notamment en étalant ces migrations sur plusieurs générations. Et le problème de la crise, c'est souvent que ça se passe très rapidement et qu'il y a un déracinement qui est très brutal. Je pense que certains déracinements, malheureusement, sont nécessaires, notamment en raison du changement climatique. Je pense qu'on peut beaucoup atténuer le caractère inhumain de ce déracinement en l'étalant sur plusieurs générations et en présentant la migration comme une sorte de solution positive qui va permettre aux gens de s'adapter et de faire face à la crise. Du coup, ce serait une solution à planification, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment possible sans qu'il y ait vraiment une organisation qui se spécialise là-dedans? Parce que, on sait bien qu'il y a quelques pays qui sont plus que réticents à ouvrir leur secteur. Prenons, je pense d'abord qu'il est nécessaire de trouver des solutions internationales qui passent peut-être par une nouvelle organisation. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a besoin de solutions internationales, c'est évident, pour certains pays qui ne pourront pas faire face tout seuls à ces déplacements de population, qui ne vont pas pouvoir gérer tout seuls ces déplacements de population. Maintenant, je pense qu'il y a des initiatives qui sont aussi assez prometteuses. Si on prend un pays comme l'Indonésie, qui est un pays qui va se retrouver avec de très grandes portions du territoire inondées dans quelques décennies, le gouvernement indonésien a contacté récemment la Banque asiatique de développement en leur disant, voilà, on se rend compte que Jakarta va être inondée dans le futur. Et donc aujourd'hui, notre plan, c'est de déplacer Jakarta. Et donc ils ont dit à la Banque asiatique de développement, combien d'argent vous pouvez nous prêter si on déplace Jakarta aujourd'hui? Alors ça peut paraître être une mesure un peu folle qui est de déplacer Jakarta. Je pense que c'est une mesure très intelligente de la part du gouvernement indonésien. C'est l'idée que peu à peu, on va déplacer les centres névralgiques de la vie politique indonésienne de Jakarta dans une ville nouvelle qui soit à l'abri. Et que peu à peu, des services vont se greffer autour de ça, toute une économie va se greffer autour de ça, et que le centre de gravité du pays va se déplacer peu à peu de Jakarta vers cette ville nouvelle qui soit à l'abri, de sorte que quand Jakarta sera effectivement sous les eaux, ça ne sera plus la capitale du pays, ça sera une ville de bien moindre importance, dont il sera beaucoup plus facile de déplacer les habitants. On a par le passé créé des capitales ex nihilo, créé des capitales comme Canberra, comme Brasilia. Je pense que c'est effectivement une solution assez intelligente de la part du gouvernement indonésien d'anticiper aujourd'hui le déplacement de Jakarta et de se dire plutôt que de faire une évacuation en urgence humanitaire quand il sera trop tard, et si aujourd'hui d'anticiper ces mouvements de population. Je pense que c'est vers des solutions comme ça qu'il faut aller, qui doivent recevoir un appui international, voire même une gestion internationale. Je crains que peu de gouvernements voient aussi loin dans le futur que le gouvernement indonésien. Mais du coup, ça reste des migrations internes? Pour le moment, ça reste des migrations internes. Je souhaiterais, bien sûr, qu'on puisse réfléchir à des solutions mondiales pour anticiper ces crises. Maintenant, réalistement, dans l'état actuel des choses, je pense que le mieux vers lequel on puisse aller, ce sera des solutions régionales, notamment en montrant aux pays, et c'est beaucoup à faire de pédagogie aussi, en montrant aux pays l'intérêt qu'ils peuvent avoir à coopérer sur des questions de migration. C'est par exemple quelque chose que réussit assez bien la Nouvelle-Zélande avec ses voisins du Pacifique, en disant nous avons besoin de main-d'œuvre, vous avez besoin de trouver des alternatives possibles, notamment pour rapporter de l'argent dans le pays. Et donc, on va ouvrir les portes de l'immigration à des pays du Pacifique. Et donc, les gens dans les îles du Pacifique savent que si jamais, à un moment donné, ils ont besoin de quitter leur pays, ils savent qu'ils pourront aller en Nouvelle-Zélande et ça sera dans leur intérêt étant celui de la Nouvelle-Zélande. Je pense qu'il y a beaucoup à faire pour montrer aux pays l'intérêt qu'ils ont à coopérer sur des questions de migration et que ça peut permettre d'éviter des crises humanitaires. Bon, et bien c'est ainsi que se termine cette conférence. Je vous remercie.